Bonjour chers internautes, bonjour, on va attendre 2 minutes pour que les autres se connectent. On va commencer le live sur la suite du processus achat. Juste 2 minutes pour permettre aux gens de se connecter. Bonsoir cher Matar Amassigna, mon ami, ça va? Plaisir de te revoir mon ami Matar. Les followers vous attendent avec vos lives percutants là. L'homme de la force de vente. Juste 2 minutes. Excusez-moi un peu. Nous allons attendre que partagez, likez, partagez. Si le son est bon, vous mettez signe. Hein. Si c'est pas bon aussi, vous m'écrivez pour me signaler. Je vais ajuster un peu le son. Je pense que ça va. Ok, ça doit aller, hein, normalement. Bon, on peut débuter le live. Bonsoir, chers followers. Bonsoir, chers internautes. Bonsoir, chers followers de Marketing TV. C'est avec un réel plaisir que je me présente encore devant vous pour discuter, échanger sur la suite du processus achat. Lors des lives précédents, nous avions parlé en premier lieu du processus achat. On avait expliqué un peu en amont le marketing achat. Qu'est-ce que c'est le marketing achat? Qui était un instrument, un levier en amont du processus achat qui permet à l'entreprise de comprendre le marché fournisseur, d'identifier et de comprendre aussi les priorités. Tout ça, c'est pour permettre à l'entreprise d'acquérir des produits, services et prestations pour satisfaire les besoins présents et futurs dans des conditions rentables. Nous avions explicité le poids du service achat qui est une fonction extrêmement stratégique et importante dans la fabrication de la marge brute et des résultats de l'entreprise, qui est une fonction éminemment stratégique parce que comme la fonction commerciale, son rôle c'est de vendre les produits de l'entreprise, la fonction achat, bien en amont, permet à l'entreprise d'acquérir dans le marché fournisseur des facteurs, des biens et des services permettant de tourner l'exploitation ou bien de satisfaire ses besoins internes. Nous avions parlé le poids de l'achat dans le chiffre d'affaires qui représente dans certaines industries ou bien entreprises pratiquement de 30 à 70% du chiffre d'affaires. Nous avions aussi expliqué le poste achat dans le compte des résultats, profit and loss. Quand on quitte le chiffre d'affaires, tu enlèves les achats, tu tombes sur la marge brute. La marge brute, ça permet aussi de rémunérer l'ensemble des acteurs pour tomber un peu dans le résultat de l'entreprise. Comme le service, la fonction achat, la fonction achat aussi, comme la fonction vente, permet à l'entreprise d'avoir le cash, c'est-à-dire en vendant les produits et les services. Le poste
achat aussi permet aussi de réduire les coûts. Actuellement, on sait qu'avec la mondialisation, souvent les prix sont dictés par le marché. L'entreprise, en termes de prix de vente, n'est pas très flexible parce que dans la fixation du prix de vente, l'entreprise aussi regarde les conditions du marché. Qu'est-ce que le marché peut offrir comme possibilité de prix? Donc, la fixation des prix, c'est un peu limité par la concurrence, c'est limité aussi par la saturation, c'est limité aussi par la situation du marché. Si c'est un marché oligopolistique, ou bien un marché monopolistique, ou bien un marché atomisé, souvent, l'entreprise perd de petit à petit des marges de manœuvre pour pouvoir imposer au prix aux clients. Souvent, dans la fixation des prix, dans le marketing, on a le prix psychologique, le prix que, dans la perception du client, que le client est capable de payer. Il y a aussi la fixation du prix aussi entraînée par ce coût de revient. Parce que l'entreprise aussi, pour fixer un prix de vente, il regarde aussi ses coûts. Il y a une formule de prix de vente. Souvent, on agit par majoration. Il y a certaines entreprises, ils calculent, ils ramassent les coûts directs et les coûts indirects. Ils font une majoration comprise entre 20 à 30% suivant les possibilités du marché. Donc, le prix de vente, c'est les coûts multiplié par 1 plus pourcentage de la majoration. Il y a d'autres entreprises, ils agissent par marge désirée. La marge désirée, ils fixent, moi je veux une marge de 30%. Donc la formule c'est prix de vente d'un bien ou d'un service, c'est les coûts divisé par 1 moins pourcentage de marge désirée. Ça c'est des modes de calcul, bon, c'est des calculs rudimentaires de commerciaux, bon, c'est pour savoir l'importance des coûts dans la fixation des prix de vente. Le service achat, son rôle, c'est faire du cost killing ou bien du cost saving, c'est-à-dire permettre à l'entreprise d'avoir des facteurs de production au coût les plus concurrentiels du marché. Donc, nécessairement, la fonction achat a tout son poids dans la fabrication du résultat de l'entreprise. On a bien expliqué, je pense que tous les acheteurs ou bien toutes les personnes ou bien les gens qui peuvent perfectionner ou bien comprendre le poids du service achat, je pense qu'ils ont assez d'éléments pour pouvoir maîtriser ça. Nous avions parlé de la gestion du portefeuille client. Nous avions parlé du sourcing, c'est-à-dire que regarde le marché fournisseur pour comprendre et pouvoir agir. Parce que le marketing, c'est de comprendre et agir. C'est la stratégie et l'action. Nous avions parlé aussi, après avoir lancé l'appel d'offres et le sourcing, il faut collecter les offres fournisseurs, ensuite faire l'analyse des offres pour pouvoir travailler avec les meilleurs partenaires. Après la collecte des offres, il faut les comparer. Dans la comparaison, nous avions énuméré 3 types de comparaison des offres fournisseurs. Selon le spécifique de l'entreprise, selon aussi le degré de diligence, aussi le degré de perfectionnement ou bien le processus ou bien la procédure achat. Ça dépend. Nous avions parlé de la comparaison. Nous avions parlé aussi de la comparaison relative, la comparaison absolue et la grille de comparaison, c'est la synthèse. La comparaison absolue, on juge ou bien on analyse la force des concurrents. C'est-à-dire, il faut regarder la performance intrinsèque, la performance du sous-traitant, de l'entreprise partenaire ou bien du fournisseur. On va faire une pondération par grille pour pouvoir faire un ranking, un classement des fournisseurs suivant leur performance intrinsèque. Pour la comparaison relative, il faut aussi revenir dans l'entreprise, chercher ce qui est important pour l'entreprise. Parce qu'en termes d'achat, souvent, dans le classement, on peut prendre les critères de prix, les critères de délai, les critères de qualité, les critères de relation fournisseur ou d'autres critères jugés pertinents et importants pour l'entreprise. On va faire ce qu'on appelle l'offre idéale, regarder qu'est-ce qui est important pour l'entreprise. Si l'entreprise, elle est focus prix, l'entreprise est focus prix, donc on va donner une pondération supérieure au prix. Ou bien, si c'est un travail où la qualité est très importante, on va chercher une pondération plus grande. Donc, on va dessiner un profil ou bien un persona, ce qu'on appelle un persona de fournisseur. Donc, on va adapter l'ensemble des fournisseurs aux besoins de l'entreprise. Donc, ça, c'est la comparaison relative. Si on fait la synthèse des deux comparaisons, on va dresser l'offre idéale en termes de graphique. Ensuite, on va regarder quel est le fournisseur qui répond le plus ou bien qui est plus proche de l'offre idéale de l'entreprise. Ça, on va essayer dans la négociation
d'ajuster ou bien d'adapter les entreprises fournisseurs ou bien l'entreprise fournisseur qui colle le plus aux réalités de l'entreprise. C'est ce fournisseur-là que les acheteurs vont prendre pour pouvoir contracter avec elle. Un contrat avec lui, si c'est l'entreprise avec elle, si c'est le fournisseur avec elle. Donc je pense que ça, vous l'aviez bien compris, tout acheteur, donc ça, c'est des procédures et des processus qui sont vraiment importants et capitaux pour pouvoir procéder et tirer le meilleur profit du marché fournisseur. Aujourd'hui, nous allons échanger sur la négociation. On va approfondir un peu la négociation et la contractualisation. Parce qu'après la négociation, il faut choisir quelqu'un et passer à la phase opération, c'est-à-dire décider de travailler avec telle ou telle entreprise ou bien avec tel ou tel fournisseur. Souvent, ces genres de processus, c'est pour l'achat B2B. L'achat B2B, c'est entre l'entreprise et entreprise. C'est les entreprises qui travaillent avec d'autres entreprises. Ça, parce que c'est l'achat professionnel. Les autres achats entreprises particuliers ou bien particulier, bon, des fois, l'acheteur n'est pas enclin à respecter toutes ces lourdeurs. Parce que ici, ce n'est pas une personne illicite, c'est un spectre. C'est un spectre, c'est un ensemble de personnes qui constituent un centre d'achat constitué de l'acheteur, des décideurs, des filtres, des conseils et des utilisateurs. Il faut le comprendre comme ça. Donc, toute cette lourdeur procédurale, c'est pour les entreprises qui font de l'achat professionnel, c'est-à-dire de l'achat B2B. C'est aussi pour l'achat public. On avait aussi parlé de l'achat public, qui est régi par le décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant code des marchés publics. Ça aussi, c'est un achat. L'acheteur peut être une collectivité locale, un État, peut être une commune ou bien une entreprise publique par république ou bien une entreprise qui détient une majorité par des capitaux publics. Ça aussi, il faut comprendre, sont régis par les lourdeurs et par la rigueur du code des marchés publics. On avait parlé aussi du code des marchés publics. Il y a deux principes sacro-saints du code des marchés publics. C'est le principe de la transparence et le principe de l'égalité des traitements. Donc, dans l'appel d'offres, il y a tous les éléments qui peuvent aider le pouvoir adjudicateur à expliquer aux entreprises qui veulent soumissionner à bien comprendre le cahier d'appel d'offres, les exigences du marché. Parce que dans les finances publiques, il y a ce qu'on appelle le principe RCB. Le principe RCB, c'est rationalisation du choix budgétaire. Parce que l'État a des ressources limitées et puis l'État doit acheter à juste prix, ou bien une collectivité locale, ou bien une commune, ou bien autre chose. Mais quand c'est la puissance publique qui décide de l'achat, parce que l'État aussi a un budget. Dans le budget, il y a le budget d'investissement, il y a aussi les dépenses d'investissement et la dépense de fonctionnement. Nécessairement, l'État doit contracter des travaux, des fournitures de services, aussi des prestations intellectuelles, pour pouvoir aussi satisfaire et faire fonctionner l'organisation, ou bien l'État, ou bien la collectivité. Donc, l'État, chaque année, ça donne à des dépenses, mais passe inéluctablement par l'appel d'offres. Il y a certaines dérogations où l'État peut passer des commandes par entente directe. Ça, c'est bien énuméré dans ces cas aussi d'exception dans le code des marchés. Par aussi offre spontanée, une entreprise veut, par exemple, fabriquer le stade olympique, offrir à l'État une force spontanée, et puis c'est lui qui met le financement aussi, le montage financier et l'encadrement, moyennant aussi une contrepartie financière avec paiement échelonné. Ça, c'est l'offre spontanée. Toute entreprise qui a la capacité et bien la base financière pour aussi identifier un projet structurant à proposer aussi à un organisme public, ça aussi, vous pouvez faire. Si le projet est rentable et puis si le projet a une rentabilité économique et sociale, un impact aussi jugé utile et important pour l'État, l'entreprise peut faire une force spontanée à l'État, aussi à la collectivité ou bien à la puissance publique pour pouvoir aussi travailler avec lui. Parce que aussi, il faut comprendre aussi, il y a aussi des demandes de renseignement à petit prix, il y a des accords cadres. Tout ça, dans l'achat public, si vous regardez le décret 2014-1212, portant code des marchés, tout est bien explicité. Bon, il y a beaucoup de détails en français facile. Je pense que ça peut se comprendre. Si c'est l'achat privé aussi, il y a une logique de gestion de coûts, de cost saving, comme je l'ai dit, et cost killing. L'acheteur doit comprendre que son rôle dans l'entreprise, c'est de participer aussi à la
à la fabrication du résultat. Donc, comme il ne vend pas des produits comme la force commerciale, il doit avoir la possibilité aussi de réduire les coûts des intrants ou bien des facteurs que l'entreprise consomme pour pouvoir aussi augmenter la marge brute. Augmenter la marge brute aussi, c'est augmenter le résultat. Je pense que ça aussi, c'est très important à comprendre. Donc la fonction achat doit adapter sa stratégie par rapport à la politique d'achat de l'entreprise. Parce que l'entreprise a un portefeuille d'achat. Le portefeuille d'achat, c'est composé de différents produits. Vous vous rappelez, quand on faisait le marketing achat, il y avait la classification des familles d'achat. L'entreprise doit faire une segmentation. Parce que pour faire marketing, il faut faire la segmentation d'abord. Parce qu'on n'a pas les mêmes stratégies pour les produits de couverture, ou bien la même stratégie d'achat avec les produits stratégiques, avec les produits critiques et les non critiques. Il faut d'abord stratifier, segmenter le portefeuille d'achat pour pouvoir en découler des stratégies d'achat et aussi dans le recrutement, aussi dans le profilage aussi de l'acheteur. Parce qu'il y a certains produits, il faut un acheteur professionnel qui connaît le marché, qui sait aussi comment est construit le marché pour pouvoir tirer aussi un meilleur profit du marché. Ça aussi, dans le profilage, dans la segmentation, doit aider la direction générale dans son recrutement à faire un profilage des acheteurs. Parce que souvent, dans certains achats, on n'a besoin que d'un approvisionneur simple. Dans d'autres secteurs, familles d'achat, on a besoin d'un acheteur professionnel. Quelqu'un qui connaît, qui a des compétences réelles en négociation. Qui comprend bien le produit qu'il achète. Parce que l'enjeu financier est important. L'enjeu aussi, le risque à l'approvisionnement est important. Ça aussi, il faut bien le comprendre, bien segmenter le portefeuille d'achat. Il y a aussi ce qu'on appelle la matrice de Klasnitz, c'est-à-dire la matrice d'achat qu'il faut bien comprendre, faire la règle ABC, c'est-à-dire ABCD, c'est la loi de Pareto, regarder quel pourcentage, quelle famille d'achat occupe la plus grande chiffre d'affaires en termes de cash ou bien en termes de risque. Quand on met les familles d'achat sur la matrice de Klasnitz, c'est-à-dire la matrice des achats, on doit en découler des stratégies d'achat. Ces stratégies vont aider aussi la direction à faire le profilage des acheteurs capables d'atteindre les objectifs d'achat de l'entreprise. Dans l'achat public aussi, dans l'achat privé, il y a ce qu'on appelle aussi, on avait fait la comparaison, les modes de comparaison des offres. Il y a des critères, ou bien l'analyse multicritère, pour pouvoir aussi décider. Parce qu'il faut encore, néanmoins, l'appel d'offres, le sourcing, c'est pour décider, pour avoir les meilleurs partenaires avec qui contracter, pour pouvoir aussi respecter, aider l'entreprise à créer de la valeur. Parce que l'acheteur aussi, c'est un créateur de valeur, comme le commercial, qui sort et qui vend le produit. L'acheteur aussi apporte de la valeur dans l'entreprise. Donc, c'est deux côtés, amont, aval, qui jouent aussi pour la rentabilité de l'entreprise. Donc, quand l'acheteur aussi, en phase de pré-négociation, il doit comprendre aussi l'offre fournisseur, comprendre aussi les exigences internes de son entreprise, avec des critères de choix objectifs et des critères aussi pertinents pour son activité. Ensuite, pouvoir choisir, enfin, je vais décider de travailler avec telle ou telle entreprise. Ça, il faut le comprendre comme ça. Ceci aussi, l'acheteur aussi, il faut le comprendre en termes de besoin de fonds de roulement, parce que aussi il faut comprendre que comme le service commercial joue sur les délais clients pour pouvoir raccourcir, pour pouvoir permettre aux clients aussi de payer le plus tôt possible, la fonction achat aussi gère le côté fournisseur. Parce que quand une entreprise peut négocier pour être financée par ses fournisseurs, ça lui éviterait aussi d'aller contracter des prêts ou bien pour faire rouler sa boîte au niveau des banques ou bien parce qu'il y a les charges d'intérêt aussi, il y a les charges financières qui vont s'ajouter aussi au coût de l'entreprise. Donc, un acheteur doit comprendre aussi sa stratégie d'achat, avoir des capacités de négociation qui lui permettent de profiter du marché fournisseur pour pouvoir rallonger, pouvoir choisir les meilleurs fournisseurs, avoir aussi des délais et des conditions d'achat en termes aussi de coûts, de délais raisonnables pour pouvoir aussi limiter ce qu'on appelle le besoin de fonds de roulement. Parce que le besoin de fonds de roulement, quand on le calcule dans le bas de bilan,
Bon, parce que ça peut ce qu'on appelle l'équilibre financier. Parce que l'équilibre financier, c'est extrêmement important aussi pour une entreprise qui veut être... Parce que c'est la trésorerie même de l'entreprise. Une entreprise qui est en agonie, c'est une entreprise en déséquilibre financier. C'est-à-dire la trésorerie nette, c'est le fonds de roulement. Après avoir investi avec le capital et les prêts à long terme, ce qui lui reste pour pouvoir tourner son activité, c'est le fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement aussi, c'est ce que l'entreprise a besoin pour faire face aussi aux charges et à des besoins de trésorerie pour l'exploitation. Donc, ce besoin de fonds de roulement-là, ça se calcule aussi par le stock de l'entreprise. Il faut une bonne gestion de stock. Plus les créances clients, ce que les clients doivent, moins les dettes fournisseurs. Quand on arrive à se faire financer par nos fournisseurs, souvent, on a un besoin de fonds de roulement qui n'est pas important. Parce que peut-être, ça peut être même négatif pour les supermarchés. Parce que les supermarchés, le client, il fait cash. L'acheteur, il passe par les centrales d'achat qui ont une capacité de négociation importante sur les fournisseurs pour pouvoir aussi se faire financer. Les clients, ils payent cash et les fournisseurs, ils reçoivent à crédit. Ça aussi, c'est une bonne chose. Ça permet d'alléger le BFR qui joue directement sur l'équilibre financier de l'entreprise. Je pense aussi, tout ça, c'est pour démontrer que la fonction achat est extrêmement importante et utile pour une entreprise qui veut aller de l'avant. Comme les commerciaux, s'il y a une limitation des prix de vente et de la saturation des marchés, des débouchés, il faut aussi jouer sur l'amont pour pouvoir aussi créer un résultat positif pour l'entreprise. Ça, c'est pour comprendre que pour aller dans la négociation, l'acheteur doit avoir des arguments, doit avoir des moyens. Il faut avoir aussi comprendre son environnement concurrentiel, comprendre en termes d'entreprises qui achètent, parce que aussi, ce n'est pas seulement le fournisseur. Parce qu'on est dans un marché avec les entreprises qui achètent la même chose que nous. Parce que souvent, quand tu passes par les géants des commodities, par exemple, tu prends Ludrefis Compagnie, tu prends Glencore, Cargill, ils sont en compétition sur les commodities. Souvent, il faut qu'il y ait une stratégie achat solide pour pouvoir aussi comprendre comment acheter. Ils vont passer des contrats à terme ou bien ils vont passer dans le marché spot pour pouvoir s'approvisionner. Parce qu'eux aussi, ils contrôlent les 4 grandes compagnies de commodities et gèrent presque l'ensemble du portefeuille des commodities du monde. Ça, ils jouent un peu sur les prix. Vous voyez un peu les inflations, les fluctuations dans les prix. Quand il y a une catastrophe géopolitique quelque part, bon, il y a le marché achat qui a un risque énorme. Donc, les prix vont avoir une inflation. Tout ça, il faut le comprendre parce que c'est des géants qui gèrent le marché des commodities. Ce n'est pas les fournisseurs directement qui sont dans les champs qui gèrent les céréales, mais ils sont gérés par les géants des commodities. Vous avez vu les bateaux qui viennent. Souvent, tu ne passes pas direct, tu n'as pas un lien direct avec le producteur de céréales ou bien de riz. Il y a les traders, il y a les sociétés de commodities qui achètent la production et puis qui le vendent aussi aux consommateurs. Il faut le comprendre, c'est dans des soucis de régulation, aussi dans des soucis de spéculation aussi. L'acheteur aussi doit être aware, c'est-à-dire comprendre son environnement d'achat et pouvoir agir aussi de façon intelligente et positive. Dans la négociation aussi, l'acheteur doit avoir des armes parce que souvent, dans l'école classique de la négociation, moi, je viens avec mes objectifs seulement. Il faut que je satisfasse mes objectifs. Mais la négociation, c'est plus profond que ça. Parce qu'on négocie avec des personnes. J'avais énuméré les 3 dimensions de la négociation. La dimension du problème, c'est le quoi. Qu'est-ce qu'il faut négocier? Les enjeux, les objectifs, mes motivations, mes intérêts et les motivations de mon adversaire dans la négociation. Il faut comprendre aussi que tu négocies avec des personnes. C'est le qui est sur la table de négociation. Quel mandat il a? Parce que aussi, quand un acheteur négocie, il ne négocie pas pour lui-même, il négocie pour son entreprise. Derrière, il a reçu un mandat, des instructions de négociation. Ça aussi, l'acheteur doit connaître son mandat et pouvoir négocier pour satisfaire les motivations et les intérêts de son entreprise. Il y a aussi l'aspect logistique de la négociation. Où négocier, comment négocier, quels sont les outils qu'on va utiliser pour pouvoir avoir une bonne négociation. Ça aussi, c'est pour avoir une bonne préparation et une bonne négociation pour que l'acheteur puisse atteindre ses objectifs de négociation. Donc,
Je pense qu'un acheteur professionnel doit s'aligner sur ces trois dimensions. La dimension du problème, qu'est-ce que je dois négocier? Je dois respecter le mandat de mes prescripteurs, le mandat du décideur qui est sur la table de négociation. Est-ce que cette personne, c'est une personne avec qui l'entreprise a déjà signé un contrat, par exemple? Tu peux négocier avec un étranger, ou bien dans les contrats internationaux, tu ne connais pas l'entreprise. Il faut avoir toutes les informations sur l'entreprise, son chiffre d'affaires, comment l'entreprise achète, comment l'entreprise vend, quelles sont les personnes impliquées dans les négociations. Il faut essayer, il y a beaucoup de sur Internet, il y a des... Est-ce que c'est le décideur qui va venir négocier ou bien il va mandater quelqu'un pour venir négocier? Est-ce que c'est le négociateur qui est le décideur? Ça aussi, c'est très bon à savoir parce que pour éviter les deuxièmes tours de table. Aussi, pour pouvoir aussi comprendre comment s'y prendre pour pouvoir avoir une très bonne négociation. Ça aussi, dans la négociation professionnelle aussi, il y a aussi le principe de bonne foi, c'est-à-dire le good faith. On n'est pas là pour se tromper ou bien on n'est pas là pour être dans des négociations de position, des négociations stériles ou bien des négociations one-shot. L'objectif, c'est d'aboutir à un accord judiciaire qui respecte les intérêts des parties et puis qui peut garantir la négociation, l'achèvement de la négociation tout en préservant la relation entre les fournisseurs. Ça, ce qu'on appelle la négociation raisonnée. C'est l'école de Harvard. Ce n'est pas basé seulement sur les positions. Moi, je suis là, il me faut 50 €. Si je n'ai pas 50 €, je quitte la table. Non. Il faut d'abord créer de la valeur. Parce que souvent, le prix, ce n'est pas seulement l'élément à négocier. Il y a des critères quand l'entreprise paye un prix cher. Par exemple, avec la garantie aussi, l'entreprise peut se rattraper. Ou bien avec la qualité. Il y a tout un panoplie de critères que l'acheteur doit comprendre pour pouvoir avoir une bonne négociation qui satisfait ses motivations, qui satisfait le mandat qu'il a reçu de son entreprise. Ça aussi, il faut le comprendre. Mais rester sur des positions, c'est la négociation stérile. Moi, si je n'ai pas ça, c'est comme si tu réduis seulement l'achat à l'aspect prix. Il y a des entreprises qui le font. Eux, ils ont focus prix. D'autres, délai, qualité, ça dépend. On a énuméré beaucoup de critères que l'acheteur doit pouvoir avoir des leviers pour pouvoir tirer le meilleur profit du marché. Il y a aussi ce qu'on appelle la confiance dans la négociation, le fair dealing. Il faut aussi ça. Il y a aussi dans la négociation ce qu'on appelle les fondamentaux de l'économie moderne. Parce qu'un fournisseur qui vient, il peut avoir son offre qui est intéressante, il a le produit, mais il y a le risque. Et ce fournisseur va exister l'année prochaine. Est-ce que si je dois nouer des relations à long terme avec ce fournisseur, est-ce qu'il ne fera pas un dépôt de bilan en 2021 ou bien en 2022? Ça, c'est le risque à l'achat. Il faut aussi que l'acheteur travaille. Si c'est des produits stratégiques, il faut qu'il puisse assurer aussi la pérennité de l'entreprise ou bien aussi réduire les risques à l'achat. Il y a aussi le temps. Moi, je suis une grande entreprise. J'achète à grande échelle. Cette entreprise-là, ce fournisseur-là, elle a le produit dont j'ai besoin. Mais est-ce qu'elle a la capacité de suivre la cadence de production de l'entreprise partenaire? Ça aussi, l'acheteur aussi doit savoir le temps du fournisseur, doit marier aussi le temps de l'acheteur. Ça aussi, il faut bien le comprendre. Il y a des startups qui proposent des offres ou bien qui proposent des produits tellement intéressants, mais ils ne peuvent pas travailler avec les grandes entreprises comme Sonatel, des grandes entreprises comme la Sococim, parce que le temps de ces entreprises-là, bon, ça ne rime pas avec le temps de ces startups-là. Parce que quand l'entreprise commande, est-ce qu'ils auront la capacité ou bien l'assise financière pour pouvoir satisfaire aussi la commande? Il y a aussi les contrats de niveau de qualité. Pour les entreprises de services, c'est les SLA, Service Level Agreement. Souvent, c'est des contrats adossés pour que le fournisseur aussi puisse assurer que l'acheteur, il va recevoir un service à son niveau. C'est-à-dire la qualité du service aussi doit suivre, c'est ce qu'on appelle les SLA, Service Level Agreement. C'est des garanties de niveau de qualité. Le fournisseur va s'engager sur tel ou tel niveau de qualité pour éviter aussi les variabilités des qualités. Parce que le fournisseur peut me fournir un produit de qualité, mais quand il va faire la cadence de production pour pouvoir aussi faire les autres commandes, il y a des risques de variabilité. Ça aussi.
pour ne pas avoir de surprises dans les commandes successives, il va signer ce qu'on appelle les SLA, et les SLA, Service Level Agreement, pour pouvoir aussi choisir les bons partenaires qui peuvent réduire les risques à l'achat, qui ont le même temps de réponse que moi, entreprise, pour faire tourner mon exploitation, pour que je n'ai pas de risques aussi de rupture. Ça aussi, il faut bien le comprendre. Bon, pour l'achat public, c'est toujours la rigueur, sauf des dérogations. J'avais énuméré la RMP, bon, des organes de régulation, la DCMP. Ça aussi, bon, si vous êtes intéressé, vous pouvez télécharger le code des marchés pour voir beaucoup de détails sur ça. Ça exemple pour les entreprises ou bien les consultants ou bien les professionnels qui veulent avoir travail dans la commande publique aussi, ils sont obligés aussi de comprendre le code des marchés publics ou bien d'encadrer pour pouvoir répondre aux appels d'offres. Ça aussi, c'est extrêmement important parce que l'État aussi achète des travaux, des prestations, des produits, des fournitures et des services. C'est le budget. Donc, tout citoyen qui a les possibilités ou bien les capacités pour pouvoir contracter avec l'État aussi, bon, tu es libre aussi de répondre aux appels d'offres, bon, de se renseigner pour pouvoir aussi gagner sur les marchés et pouvoir rentabiliser ton activité. Ça aussi, il faut le comprendre comme ça. Bon, nous allons passer dans la phase contractualisation. Bon, dans la négociation, c'est la préparation qui est importante parce qu'il faut se rappeler aussi du célèbre phrase de Abraham Lincoln: qu'on me donne 6 heures pour couper un arbre, je passerai 4 à exhumer ma hache. Aussi, il faut être toujours prêt à négocier, mais ne jamais négocier sans être prêt. Donc l'acheteur doit être toujours prêt à négocier et puis ne jamais négocier sans être prêt. Donc il doit emmagasiner, engranger beaucoup d'informations pour pouvoir comprendre ses partenaires à l'achat, pour pouvoir comprendre ses concurrents à l'achat et puis comprendre aussi les exigences internes. Nous avions parlé aussi de la matrice ACD pour pouvoir qualifier, pour pouvoir aussi prioriser les besoins internes. Parce que pour acheter, il faut prioriser les achats. Donc, l'acheteur, c'est un partenaire stratégique. L'acheteur, c'est une fonction transverse. L'acheteur, c'est un conseiller. L'acheteur participe même au design du produit parce que quand tu fais un R&D et l'acheteur ne peut pas acheter les produits pour pouvoir confectionner le produit, ça ne sert à rien. Donc, l'acheteur est associé d'amont en aval sur aussi le processus de fabrication, d'exploitation de l'entreprise. Pour la contractualisation, moi je l'appelle, il faut s'engager. C'est comme on le dit, à la guerre comme à l'amour, il faut se rencontrer. Il faut nécessairement se rencontrer. Donc on doit contracter pour pouvoir aussi acheter quelque chose. On a réfléchi, stratégie, marketing, processus, mais nécessairement il faut appeler le concurrent et signer quelque chose avec lui pour lui dire que donne-moi le produit ou bien je ne prends pas. Donc il faut s'obliger à donner, à ne pas donner et à faire, c'est ce qu'on appelle un contrat, nécessairement. Dans l'achat public, dans le dossier d'appel d'offres, il y a le contrat. Tous les détails que le fournisseur doit comprendre pour signer, c'est dans le document d'appel d'offres. Souvent, on a des CDC, des cahiers d'appel d'offres techniques, bon, où l'acheteur est obligé de répondre aux besoins du cahier de charge. Il n'y a pas de dérogation possible. Nous, on veut un Jaguar, telle taille, telle couleur. Bon, l'appel d'offres est fermé, c'est technique. Ou bien on l'appelle d'offres fonctionnel, où on agit par fonction. Nous, on veut une voiture qui roule à 120 km à l'heure, qui a, avec les critères, mais ce n'est pas des critères figés. Chacun peut proposer son mode de voiture, mais pourvu qu'il respecte aussi les critères de l'acheteur. Ça aussi, il faut le comprendre, le cahier de charge technique et le cahier de charge fonctionnel. Mais toujours est-il qu'il y a des clauses. Si vous voyez l'article 13 du Code des marchés, c'est les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le cahier d'appel d'offres. Vous téléchargez le Code des marchés, l'article 13, vous allez voir ça. Ça aussi, c'est pour avoir des informations et beaucoup d'éclaircissements aussi sur ce niveau. Si c'est le marché, il faut comprendre, dans l'achat, on dit marché. C'est des engagements réciproques. Un marché, c'est un engagement réciproque entre deux parties contractantes. Deux parties contractantes, le pouvoir adjudicateur passe un marché au fournisseur ou bien au prestataire. Ce marché-là, c'est un
engagement réciproque entre les deux parties contractantes. C'est ça qu'on appelle un marché. Il faut le comprendre aussi, parce qu'il y a des termes génériques qu'il faut comprendre aussi, la définition. Ça peut être un marché de travaux, ça peut être un marché de fourniture et de services, ça peut être un marché aussi de prestations intellectuelles. Ça aussi, il faut le comprendre comme ça. Pour l'achat privé, ça aussi, nous l'avions expliqué, c'est la liberté contractuelle. Mais pourvu que les parties aussi soient pouvoir aussi contracter. Parce qu'il y a des entreprises, bon, il y a des restrictions, ils sont perdus en termes juridiques, ils ne peuvent pas contracter, ils n'ont pas la personnalité morale. Il faut que les deux parties soient aussi ce qu'on appelle redevable d'obligation et tributaire de droit. Tributaire de droit, redevable d'obligation. Une personnalité morale pour pouvoir signer un contrat. Ce contrat, c'est un lien juridique entre les deux parties. Pour un privé, ils peuvent signer un contrat d'achat, un bon de commande, peut faire office de contrat, un bon de commande, c'est un contrat parce que ça a une valeur juridique. Ou bien un contrat dûment signé. Tout à l'heure, on va voir le corps d'un contrat, comment ça va se présenter, à la variante près. Ça aussi, il faut le comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a des subtilités du contrat qu'il faut pouvoir comprendre et pouvoir aussi exploiter. On peut aussi avoir un devis ou bien un proforma signé, ça peut faire office aussi d'un contrat. Dans un contrat aussi, il y a ce qu'on appelle les éléments objectivement essentiels. Dans un contrat, l'acheteur aussi doit comprendre que quand vous êtes d'accord sur la chose et le prix, c'est ce qu'on appelle les deux éléments objectivement essentiels du contrat. Un contrat commercial à contrepartie financière qui n'a pas de prix n'est pas valable. Il faut aussi bien nommer l'objet du contrat et l'objet aussi soit licite. Ça aussi, il faut le comprendre comme ça. On ne peut pas s'obliger à se fournir des choses illicites. Ou bien un contrat avec l'objet sans prix. Bon, ça aussi, on ne le comprend pas. On ne le comprend pas. Ce lien juridique aussi, c'est un lien qui permet aux deux partenaires qui s'obligent de s'obliger. C'est-à-dire s'obliger, c'est-à-dire fournir, donner ou ne pas donner un produit, un service ou une prestation. Ce lien juridique-là, ça s'appelle un contrat. Dans les affaires récurrentes, souvent, il y a des entreprises qui passent en des accords cadres. Un accord cadre, c'est-à-dire c'est un minimum et un maximum, c'est-à-dire on est d'accord, on a des volumes d'affaires récurrents. C'est un fournisseur avec qui l'acheteur a l'habitude de travailler. Donc, au lieu toujours de passer à l'appel d'offres, ils vont signer un accord cadre. Un accord cadre, c'est-à-dire cette année-là, je vais commander au minimum 300 pièces, au maximum 600 pièces. On est d'accord sur le prix unitaire, mais la cadence de commande, ça aussi, ça dépend de la fluctuation de la production. Donc, on va signer un accord cadre qui peut durer maximum 3 ans, souvent, les accords cadres. Sur les marchés publics, c'est 3 ans, quoi. Après, on va renouveler l'accord. Pour les marchés privés, on peut dire chaque année, tu vas me fournir du béton ou bien du ciment, moyennant la tonne, c'est connu. Donc, quand je passe commande, bon, je te donne un bon de commande, tu amènes. Au lieu de toujours faire la consultation, perdre son temps, on va signer un accord avec une entreprise. Ça aussi, c'est des variantes de contrat que les entreprises peuvent utiliser aussi pour pouvoir aussi gérer leurs besoins. Dans le contrat aussi, il faut comprendre que la négociation commerciale a un impact économique. Mais la négociation juridique aussi a un impact économique. Ceci pour dire, nul n'est censé ignorer la loi. Un acheteur, même si ce n'est pas un juriste ou bien un spécialiste, quand il passe ce qu'on appelle des contrats internationaux ou bien des contrats nationaux, ou bien il s'oblige avec un partenaire, il doit comprendre l'architecture, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire. Parce que le contrat n'est important qu'en cas de litige. On dit que le certificat de mariage n'est important qu'en cas de divorce. Quand le mariage est très bien consommé, bon, il n'y a pas de problème dans le couple, bon, le certificat de mariage, bon, ça se perd, quoi, on ne gère pas le certificat. Mais quand il y a un problème, tout le couple
va se rappeler du certificat. Où est le certificat de mariage? Mais cet homme-là, il a signé monogamie ou bien polygamie? Communauté de biens ou bien bien séparés? Ça aussi, c'est un contrat de mariage. Un contrat commercial aussi, c'est comme ça. C'est sujet à des litiges, c'est sujet aussi à des problèmes énormes qui peuvent créer beaucoup de difficultés à l'entreprise. Parce qu'il y a des entreprises qui ont fermé boutique ou bien qui ont une cessation d'activité parce qu'ils ont eu un fournisseur défaillant. Un client défaillant peut créer des problèmes de recouvrement, mais un fournisseur défaillant aussi peut arrêter aussi la ligne parce qu'il y a des coûts de transfert tellement énormes que changer de fournisseur stratégique, ça devient extrêmement difficile. Donc pour contracter avec un fournisseur, il faut bien comprendre l'environnement, la chaîne de valeur même de ce fournisseur. Il ne faut même pas se limiter à ce fournisseur, mais il faut réfléchir à l'entreprise étendue. L'entreprise étendue, c'est des fournisseurs aux clients du client. Il faut raisonner l'entreprise étendue. C'est pour minimiser les risques et puis bien comprendre aussi le partage de la valeur dans la chaîne dans la chaîne de fourniture des fournisseurs. Donc, un acheteur, c'est quelqu'un qui comprend son secteur d'activité, qui est capable de prendre des décisions. Soit je dois passer à la substitution, soit je dois surveiller l'innovation technologique, ou bien je dois changer radicalement de produit pour ne pas dépendre d'un fournisseur, ou bien aussi éviter ce qu'on appelle l'intégration aval ou bien l'intégration amont. Parce que ton concurrent peut contrôler ton principal fournisseur. Ça aussi, c'est des manœuvres stratégiques souvent très courantes dans le marché de la grande fourniture. Ça aussi, il faut le comprendre comme ça. Même dans ces pays-là, bon, souvent, tu prends la mine, par exemple dans les industries minières, ça peut arriver. Il y a une entreprise qui exploite une mine. L'aval, c'est-à-dire le client achète directement le propriétaire de la mine pour contrôler la matière première. Ça aussi, c'est des manœuvres stratégiques que l'acheteur doit surveiller pour pouvoir aussi se prémunir des risques d'intégration amont ou bien des risques d'intégration aval. Donc, pour dire que la négociation juridique aussi est extrêmement importante. Pour négocier de façon juridiquement, il faut aussi une bonne maîtrise aussi de la loi ou bien des rudiments aussi de ce contrat-là. Donc, comme le dit là, nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Pacta sunt servanda. C'est-à-dire que le contrat, c'est une servitude. C'est la force obligatoire du contrat. Quand on signe un contrat, on est lié par ce contrat-là. Donc, avant de signer, il faut bien comprendre ce que tu signes. Pour le comprendre, il y a ce qu'on appelle l'aspect commercial du contrat, il y a aussi l'aspect juridique du contrat. Parce qu'il faut s'obliger à faire ou ne pas faire, à donner ou ne pas donner. Donc, avant de signer, l'acheteur au doit avoir des compétences en lecture de contrat. Ce n'est pas un cours de contrat, mais quand même, on va dérouler un peu les rudiments ou bien les basiques du contrat. Pour que l'acheteur puisse comprendre quelle clause ça dit comme ça, quelle clause ça s'interprète comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand moi je suis devant un contrat, par exemple, le plus simple, c'est le devis, le proforma, ça simple, c'est la chose, c'est-à-dire, j'avais dit que c'est la chose et le prix, c'est ce qu'on appelle les deux éléments objectifs essentiels d'un contrat, parce que aussi, ce qui annule un contrat aussi, l'absence de ces deux-là rend le contrat caduc. Il y a des autres comptes dans les généralités aussi. Il y a le dol, la tromperie et la contrainte. On ne peut pas signer un contrat sous la contrainte. Même un contrat de travail sous la contrainte, c'est caduc. Le dol aussi, la tromperie, on ne peut pas tromper quelqu'un, lui faire signer un contrat. L'erreur aussi, ça annule un contrat. Mais les contrats qui nous intéressent, quand il n'y a pas la chose, c'est-à-dire l'objet du contrat, ni le prix, le contrat n'est pas bon. Sauf, dans les devis, on peut être d'accord sur des fourchettes de prix. Parce que les accords cadres, ça aussi, ça peut se comprendre. Mais il y a des traces aussi de contrepartie financière. C'est obligatoire pour les contrats commerciaux. Pour la lecture du contrat, on ne va pas se pencher là-dessus. Il y a ce qu'on appelle la lecture microcontractuelle. Moi, je suis devant un contrat. Je lis article par article pour comprendre. Les articles, chaque article est article. L'article, je la lis et comprends de façon objective qu'est-ce que ça signifie. C'est la lecture microcontractuelle de l'article, du contrat. Chaque article est un article.
Donc, il faut le comprendre comme ça. La lecture, ce qu'on appelle macro-contractuelle, c'est la liaison entre les articles. L'article 4, l'article 5. Est-ce qu'il y a une liaison entre ces deux articles-là? Qu'est-ce que je dois comprendre? Il y a une deuxième lecture. Il y a des personnes qui se limitent à la lecture micro-contractuelle. Mais aussi, il faut voir aussi la lecture macro. Il y a aussi la lecture métacontractuelle, c'est ce qu'on appelle le silence du contrat. Parce que souvent, il y a des contrats, il y a un silence, c'est-à-dire il y a des non-dits, ou bien des articles qui se chevauchent, ou bien des articles qui se contredisent. Souvent, en cas de litige, une partie dit l'article a dit ça, l'autre partie dit que non, l'article a dit ça. Ça aussi, ça, il faut voir un avocat, un juriste, pour pouvoir aussi voir les trois lectures de ce contrat-là. Il y a aussi les risques sur les contrats internationaux. Ça, on ne peut pas détailler parce que c'est très long, les contrats internationaux. Souvent, le vendeur, son souci, c'est d'être payé. L'acheteur, son souci aussi de recevoir son produit ou son service. Ça aussi, ils sont dans des juridictions différentes. Il leur faut aussi une loi applicable dans le contrat. Ça aussi, on ne peut pas détailler trop sur les contrats internationaux, mais il faut le comprendre aussi. C'est toujours réfléchir risque. Est-ce que moi, quand je travaille avec un fournisseur chinois, quand je l'envoie, j'envoie mon argent, est-ce que je vais recevoir mon produit? Pour régler ce problème, les gens ils vont mettre des banques, des LC, l'aide de crédit, pour pouvoir gérer ce genre de choses-là. Il y a ce qu'on appelle les crédocs, ou bien les remises documentaires, ou bien les crêpes documentaires, pour pouvoir aussi, c'est un montage juridico-commercial, bon, extrêmement lourd, pour pouvoir aussi gérer, minimiser aussi ces risques entre acheteurs et fournisseurs. On intercale les banques entre les deux. Il y a les documents, il y a ce qu'on appelle des documents précontractuels, qui émanent de ce qu'on appelle des lettres d'intention ou bien des memorandum of understanding. Ce n'est pas des contrats, mais c'est des documents précontractuels. Mais souvent, tu peux lier par ces documents précontractuels si l'acheteur n'est pas prudent. Parce qu'il faut comprendre que dans un document contractuel, quand tu es d'accord sur la chose et le prix, souvent tu peux lier, parce que souvent ça reste des ajustements, c'est des clauses complémentaires. Mais pour ne pas être lié aussi par les documents précontractuels, il y a ce qu'on appelle des clauses de réserve de forme souvent. Ça, c'est les juristes qui peuvent comprendre ça. Mais un commercial doit comprendre. Tu n'es pas un spécialiste du droit, mais il faut comprendre quand tu es en face d'un contrat, qu'est-ce que ça signifie quoi, ça signifie quoi. Le MOU aussi, c'est des accords, c'est des memorandum of understanding. C'est des promesses de négociation avec des rubriques à négocier. Mais un MOU aussi peut durer 1 an. On va s'asseoir sur une table. Si tu signes une lettre d'intention, un MOU, si quand la négociation réussit ou bien achoppe sur quelque chose, tu n'as pas le droit de changer de fournisseur. Donc tu es lié par les MOU ou bien la lettre d'intention. Quand il s'agit aussi de négocier les fers de Falémé, il y avait un grand tollé. Est-ce qu'ils ont signé, ils n'ont pas signé. Mais c'était un MOU qu'ils avaient signé avec des engagements. Par la suite, c'est le contrat qui va suivre. Pour pouvoir aussi avoir une place de négociation, tu peux signer avec un fournisseur stratégique ce qu'on a un MOU, ou bien vous émettez une lettre d'intention de négociation, ou bien ce qu'on a un accord cadre de négociation. Pour pouvoir avoir largement le temps de voir beaucoup de points, pour pouvoir aussi aboutir à des accords. Souvent, les accords qui se trouvent dans les MOU ou bien les lettres d'intention, c'est les mêmes accords, plus les clauses contractuelles, l'aspect juridique, qui va encadrer le contrat, mais pratiquement le corps, ça va, moyennant quelques points, ça va revenir presque la même chose. C'est pour des négociations longues. L'acheteur peut signer une lettre d'intention de négociation avec un fournisseur, si aussi ça vaut la peine. Pour acheter des bonbons, on n'a pas besoin de signer un MOU. Pour acheter des vis ou bien des écrous. Mais quand il s'agit d'un investissement important, où le risque est important, il faut aussi négocier de façon optimale et dans la durée, tu peux signer ça pour sécuriser aussi la négociation. Monsieur, la lettre de change, c'est un mode de paiement. C'est un mode de paiement. C'est le billet à ordre, lettre de change, c'est pour dans le commerce international. On l'utilise aussi pour pouvoir garantir le paiement, quoi. C'est ce qu'on appelle les instruments de paiement. La lettre de change, le billet à ordre, tout ça. Merci M. Ababakar Sané pour la question. Merci beaucoup. Pour les clauses contractuelles aussi,
Ça aussi, un acheteur doit pouvoir comprendre quelles sont les clauses qui sont usuelles. Les clauses usuelles, on ne peut pas comprendre. Dans certains contrats, toutes les clauses ne sont pas utiles, mais il faut comprendre aussi les clauses usuelles. Les clauses usuelles. On va y revenir. Il faut aussi veiller aussi à la garantie contractuelle. Parce que la garantie contractuelle, c'est un élément de l'offre. Il y a deux fournisseurs qui peuvent être partagés par la durée de la garantie. Quand ils ont des produits similaires, qui présentent les mêmes qualités d'usage et les mêmes qualités intrinsèques, ces deux fournisseurs-là, aux yeux de l'acheteur, peuvent être départagés par la garantie contractuelle. Ce fournisseur peut proposer 2 ans de garantie, l'autre fournisseur peut proposer 3 ans de garantie, donc nécessairement la garantie contractuelle, c'est un élément de l'offre commerciale. Ça aussi, il faut que tout acheteur puisse comprendre parce qu'il y a des achats impliquants. Il faut nécessairement aussi avoir la garantie, avoir aussi la disponibilité des pièces de rechange, et aussi de la maintenabilité aussi de l'équipement, si c'est des équipements techniques. Ça aussi, il faut le comprendre comme ça. On ne peut pas acheter un appareil seulement avec le prix, et par la suite, on n'a pas un backup de pièces de rechange, ou bien des compétences pour pouvoir aussi dépanner en cas. Parce que aussi, l'acheteur doit comprendre TCO, je l'avais dit, Total Cost of Ownership. C'est-à-dire, on ne raisonne pas seulement prix, mais il y a le coût d'acquisition. C'est le prix pour les frais d'approche. Il y a le coût de possession aussi. Il faut posséder l'équipement. Il y a des coûts aussi. Il y a aussi le coût de maintenance pour pouvoir aussi le cost global. Le cost global, TCO, Total Cost of Ownership. Tu peux avoir une machine qui tombe tous les 2 mois en panne. La machine me revient en OM excessivement cher. Exploitation, maintenance, excessivement cher. Donc, mieux vaut chercher un Caterpillar qui va me coûter très cher, mais un coût de maintenance qui va revenir plus soft. Ça aussi, c'est une décision. Donc, si tu raisonnes seulement prix, tu risques aussi de te casser la dent. Il faut raisonner au TCO, Total Cost of Ownership. Quand tu achètes un équipement aussi en Chine, moins cher, et tu ne peux pas l'amener aussi au Sénégal, parce que tu n'as pas le transport coûte excessivement cher. Quand tu arrives, ton coût d'acquisition aussi très cher, tu pouvais aller là-bas à Bernabe ou bien, je fais pas de la publicité, hein, c'est pour des exemples, quoi. Ça aussi, il faut comprendre aussi les frais de transport, les incoterms, les frais de dédouanement, tout ça, tu ramasses tout ça, tu regardes le coût d'acquisition de l'appareil. Est-ce qu'il ne vaut pas la peine de voir les fournisseurs sénégalais ou bien je vais continuer avec les fournisseurs européens? Ça aussi, il faut bien réfléchir avant. Est-ce qu'il y a des spécialistes qui peuvent m'assurer la maintenance au niveau local? Pourquoi ne pas acheter une machine qui peut se réparer au niveau local? Ça aussi, c'est un choix important. Aussi dans des logiques de réduction de coûts. On va continuer un peu sur les clauses. Il y a des clauses, souvent aussi, très usuelles, les forces majeures. Un cas de force majeure. Tu peux signer un contrat avec une entreprise qui va te fournir des pièces, par exemple, un lot de vêtements à 15 jours de la Tabaski. Le Covid passe par là, on ferme les frontières aériennes. Cas de force majeure. C'est ce qu'on appelle une impossibilité objective, subséquente, non fautive d'exécution. C'est très lourd, mais on est dans l'impossibilité d'honorer le contrat. Mais aussi dans le contrat, c'est très bon aussi d'énumérer les cas de force majeure. Parce que tout n'est pas force majeure. Il faut énumérer pour écrire si tel ou tel c'est force majeure. C'est un conseil que je donne aux acheteurs. Souvent, tu vois, clause de force majeure, cas de force majeure, act of God. Mais il faut comprendre aussi les actes of God. Il y a des actes of human aussi. Il faut énumérer, ça c'est force majeure, ça c'est pas force majeure, ça c'est pas force majeure. Il y a aussi ce qu'on appelle les clauses d'imprévision, les hardships. C'est-à-dire, moi j'achète un bateau de pétrole à 25 $. Il y a une tension géopolitique entre l'Arabie Saoudite et le Koweït, ou bien tension géopolitique entre l'Iran et l'Irak. Il y a une flambée du cours du pétrole. Dans la fourchette de prix, le prix est hors. Il y a on fait agir ce qu'on appelle les clauses d'imprévision, hardship. Ça nous permet aussi de venir renégocier le prix aux conditions du marché. Souvent, quand tu fais des achats risqués, il faut aussi, soumis à des fortes fluctuations, il y a aussi des clauses d'imprévision, c'est qu'on appelle les clauses hardship. Il y a aussi la garantie contractuelle, la responsabilité, parce que nul ne peut s'exonérer de ses propres responsabilités. Il y a des fournisseurs qui sont tellement légers, quand ils signent un contrat,
ils ont des difficultés à respecter le contrat. Il faut faire agir aussi ce qu'on appelle la clause de responsabilité qui interroge aussi la clause pénale. Si un parti est défaillant ou bien n'arrive pas à respecter ce contrat, quels sont les effets de droit qui vont s'abattre sur lui pour lui permettre aussi de faire des dommages et intérêts ou bien de satisfaire aussi la partie lésée. Ça aussi, c'est important aussi de le comprendre comme ça. Il y a aussi les clauses de litige. Parce qu'un contrat est sujet souvent à des litiges, des incompréhensions. C'est pourquoi, pour signer un contrat, il faut que le contrat soit clair. Même dans le corps de contrat, il y a ce qu'on appelle les clauses de définition. Les clauses de définition, les termes ambigus, il faut les définir. Quand tu lis un contrat, tous les termes commencent par une majuscule, il faut regarder la clause de définition, c'est défini quelque part. Majuscule, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Souvent, marché, qu'est-ce qui est contrat, qu'est-ce partenaire, comment fournisseur, c'est quoi. L'objet du contrat, c'est les clauses de définition qu'il faut éclaircir. Sinon, vous allez tomber dans des ambiguïtés où c'est le juge qui va interpréter le contrat. Ce n'est plus un accord de volonté maintenant, mais c'est des accords d'ambiguïté. Donc il faut être clair dans la rédaction du contrat. C'est pourquoi le compte, souvent on dit que le contrat se lit du bas vers le haut. Il faut regarder s'il y a problème. Comment je vais faire pour m'en sortir. Les fournisseurs, par exemple, les acheteurs intelligents, ils regardent le contrat par le bas en cas de litige. Mais quand ça marche bien entre nous, quand c'est gentleman agreement, on n'a pas besoin du contrat, tout marche bien. Mais quand il y a quoi, comment s'en sortir? Quel est le droit applicable? Est-ce que c'est une solution extrajudiciaire ou bien c'est une solution règlement litige judiciaire? Est-ce que le comité de règlement des différends, comment on va gérer ça? Si c'était marché public, on t'impose à faire un recours gracieux à la RMP, ou bien avant de passer au recours contentieux. C'est un recours gracieux, c'est de voir comment faire pour casser le contrat. Si tu n'es pas satisfait, tu peux faire un recours contentieux, c'est-à-dire que la solution judiciaire. Une juridiction ou bien le tribunal arbitral. Ça aussi, c'est des messes. Ça, c'est très lourd. Et puis ça, il y a l'entreprise qui a des difficultés ou bien qui est en cours arbitral ou bien dans les juridictions. Là, bon, il est en cessation d'activité. Il peut être en cessation parce que si c'est un produit nécessaire pour la production, donc mieux vaut éviter les contentieux. Donc, il faut signer des contrats clairs. Le temps passe vite là. Nous allons passer dans les corps de contrat. Bon, souvent, il y a l'accord de base. C'est les éléments, c'est l'objet du contrat. La contrepartie financière, c'est essentiel aussi pour un contrat. Il y a les clauses de garantie. Ça aussi, il faut comprendre. Il y a le préambule, les expectations. Pourquoi on a décidé de signer? Mais le préambule n'est pas contractuel. Mais ça explique le contexte. Quand vous avez un litige, le juge, il interprète le contrat. Pourquoi vous avez contracté ensemble? Quelles sont les expectations des deux parties? Qu'est-ce que l'autre partie attend de l'autre partie? Le fournisseur attend de l'acheteur ou bien l'acheteur attend des fournisseurs. C'est le préambule aussi qui signe le degré d'importance même de ce contrat. Il y a les clauses standards. Bon, il y a les clauses de divisibilité, les clauses d'intégralité, les clauses de modification de contrat. Dans le LAP, on avait dit les clauses de révision de prix ou bien les clauses de hardship. Ça aussi, il faut le modifier. Quand tel arrive, les deux parties doivent s'asseoir aussi pour pouvoir renégocier aussi les termes essentiels de ce contrat ou bien les termes affectés. Il y a la résolution des litiges, il y a des solutions extrajudiciaires, c'est-à-dire la médiation, le cours arbitral, il y a la solution judiciaire, c'est-à-dire que le juge, mais c'est très long. La solution judiciaire, souvent les fournisseurs, les entreprises choisissent la solution arbitrale pour pouvoir raccourcir, mais ça coûte excessivement cher aussi parce que c'est les deux belligérants qui vont financer aussi la tenue de ce procès. Ça aussi, il faut le comprendre. Il y a aussi la durée. Un contrat doit avoir une durée. Parce qu'une durée, c'est le droit impératif. On ne peut pas s'obliger éternellement. Il faut fixer une durée aussi au contrat. Il y a les clauses de résiliation ordinaire. Bon, par exemple, ce contrat dure 3 ans ou bien 2 ans. Après 2 ans, tacite reconduction, on doit s'asseoir pour pouvoir gérer aussi. Il y a ce qu'on appelle des résiliations extraordinaires et des clauses de survivance. Les clauses de survivance, ça vient aussi dans les contrats de distribution. Quand le contrat termine, moi, je détiens un stock,
il faut aussi faire agir aussi les clauses de survivance pour pouvoir aussi écouler mon stock, ou bien c'est le fournisseur qui va racheter le stock à un prix déterminé pour pouvoir aussi je puisse aussi faire un apurement total. Il y a aussi dans les contrats de conseil aussi, il y a aussi des clauses de survivance. Quand, pour ne pas éviter aussi la gestion sans mandat, quand le contrat termine ou bien on a des difficultés, il faut faire agir une clause de survivance pendant 2 à 3 mois pour pouvoir terminer aussi les affaires. Ça, il y a aussi le protocole de signature, il y a les garanties contractuelles. Bon, je pense que dans un live, on va revenir sur l'explication d'un contrat parce que c'est essentiel. Il y a certaines clauses que les gens voient. Ce n'est pas des spécialistes, je ne suis pas spécialiste de droit, mais il faut comprendre aussi quelle clause, ça parle de quoi, ça parle de quoi, ça parle de quoi. Comment il faut le comprendre. Parce que aussi, dans les garanties, il y a les garanties réelles, il y a les garanties personnelles. Les garanties réelles aussi, ça, c'est un autre droit qu'il faut faire agir. Parce que c'est opposable à tout tiers, c'est le droit sur les choses. Ça aussi, il faut le comprendre comme ça. Je pense que pour 1 heure de temps, bon, c'est un peu limite pour pouvoir aussi parler de tout ce qui est très important et utile dans la compréhension d'un contrat. Tout contrat, hein. Il y a des contrats commerciaux, contrats de travail, contrats de service, tout ça. Mais l'architecture, les généralités, ça après c'est la même chose à part quelques variantes. Donc, il faut que l'acheteur aussi, aujourd'hui, ce n'est pas un vendeur de tapis, ni un vendeur de cacahuètes, ou bien un acheteur ordinaire. Il faut qu'il détienne des arguments commerciaux, des arguments techniques et juridiques solides pour pouvoir aussi signer un contrat qui arrange les objectifs de son entreprise, et puis aussi qui puisse aussi se prémunir des risques juridiques et des risques de contentieux et de litiges. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je pense qu'il n'y a pas trop de questions à part M. Khan, Moujaba le mentor, le spécialiste du marketing, l'expert international, merci beaucoup. Gaïda Fatma, merci. Mohamed Bachir, merci. Matar Amassi, mon ami, merci beaucoup. Je pense que le temps qui nous est imparti est pratiquement terminé. On se donne rendez-vous dans d'autres lives pour pouvoir aussi continuer sur la mise en place des contrats et l'évaluation des contrats. Merci beaucoup.